Bienvenue sur Sport Mag, bienvenue aussi au Salon des Mers 2021. On a rendez-vous aujourd'hui porte de Versailles au Parc des Expositions pour un thème central, le sport et sa relation avec les collectivités locales. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir toute une délégation liée à la Fédération française de lutte. On va d'ailleurs commencer à les présenter. J'ai à côté de moi la chance d'avoir une championne, d'avoir une sportive en tout cas de haut niveau. C'est Tatiana Debiens-Sala. Bonjour Tatiana, comment allez-vous ? Oui, vous pouvez prendre le micro, excusez-moi. Bonjour, ça va, merci. Jeune maman, jeune championne, jeune mariée. Tout va bien dans votre vie, Tatiana ? Oui, des projets qui sont concrétisés. Eh bien, écoutez, on est très content en tout cas de vous avoir avec nous. À côté pas très loin de vous en tout cas, Aurélie Haïm-Tuil, DTN bien sûr à la Fédération française de lutte. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous avez pris votre poste il y a maintenant quelques mois. Vous avez commencé une phase d'observation jusqu'au JO de Tokyo. Maintenant, vous avez un long travail jusqu'à Paris 2024. Les nuits ne sont pas trop longues, ça va ? Alors, courte plutôt d'ailleurs. Ouais, plutôt courte. Effectivement, le travail s'accélère aujourd'hui. Les échéances sont proches. Puisque Paris 2024, c'est presque demain, avec déjà les tournois de qualification qui vont arriver très vite. Donc on est au travail et puis moi j'ai à cœur effectivement de travailler pour 2024, mais aussi après, parce que c'est une structuration qui doit s'inscrire sur le long terme, avec une partie de haut niveau, mais aussi de développement sur l'ensemble des territoires. Lui aussi travaille sur le long terme, lui aussi justement va travailler jusqu'à Paris 2024 sur des notions de performance, sur des notions d'héritage. C'est bien sûr Lionel Lacaze, le nouveau président de la Fédération française de lutte. Lionel, on a donné la parole aux femmes. Les femmes ont toujours la priorité sur les présidents, vous êtes d'accord là-dessus ? Je suis tout à fait d'accord là-dessus et je souscris à ce que j'ai entendu. Et par l'aspect bienfait que Tatiana a soulevé de la continuité dans l'épanouissement et aussi au travers de l'expression de la directrice technique, la représentante de l'État dont on est délégataire, et en mettant en avant en fait cette double priorité pour nous, cette conséquence des Jeux Olympiques de 2024 et sur la mesure des résultats, mais aussi sur l'héritage qu'on a à fournir. Et qui parle d'héritage, donc de renaissance, c'est la préparation en amont qui va compter plus que le temps même des Jeux Olympiques. Bien évidemment, et on va revenir sur tous ces sujets avec vous également Lionel. En face de vous, un homme que vous connaissez très bien. Alors, je ne sais pas si vous êtes croisés en compétition, c'est possible. Dites-nous Lionel. Oui, alors ce qui me dérange un peu à côté du grand bonheur que j'ai à retrouver cet ami, c'est que lui n'a pas changé de catégorie. Donc c'est effectivement, je le connais parfaitement. C'était un très 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 bon lutteur de ma génération. Marc Lemeur avec nous bien évidemment, adjoint notamment à la mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois en charge de la politique sportive. Bonjour Marc. Bonjour. Comment allez-vous ? Eh bien écoutez, très bien. Voilà, c'est une première pour moi de venir ici au congrès de l'Association des maires de France. Donc pour parler de ce sport que j'ai pratiqué pendant plus de 40 ans comme athlète, puis comme entraîneur, mais aussi comme enseignant. Et puis aujourd'hui, j'ai pris d'autres fonctions au niveau municipal et où mon action dépasse la simple action autour de la lutte, mais relève de l'ensemble des sports qui sont faits sur notre ville et du dynamisme associatif aussi dont notre ville fait preuve. On le dit, à Sainte-Geneviève-des-Bois, la lutte c'est très important. Il y a un club qui fonctionne très très bien, la SJS Lutte. Un club important pour la commune, important pour la vie de la commune. Alors, SGS, de façon plus générale, il faut savoir que c'est le plus gros club omnisport de l'Essonne. Et ça, vraiment, on s'enorgueillit de ce maillage associatif dont toutes les villes ne peuvent pas s'enorgueillir. On a un gros club de judo, un gros club de football, de rugby, et puis un club de lutte aussi, d'où est issue ce qui est aujourd'hui la meilleure lutteuse française, tout du moins la plus décorée au niveau international dans de multiples compétitions, Kumba Larocque, donc qui a commencé sa carrière chez nous et qui a passé 10 ans chez nous avant de rejoindre maintenant des structures un petit peu plus grosses. Alors justement, pour commencer un petit peu cette petite pastille et cette belle émission, je voulais qu'on fasse un petit point de contexte sur la pratique de la lutte en 2021.
Je ne vais pas tout de suite vous parler du Covid parce qu'on va essayer de laisser tout ça bien sûr derrière nous et qu'on se concentre particulièrement sur les problématiques aujourd'hui de la lutte. Déjà, il y a quelque chose qui a changé, Président, depuis votre arrivée, c'est ce désir de modernité à travers cette nouvelle identité visuelle. Je dis un désir de modernité, quelque part, il y a un retour un petit peu à l'époque hellénique, aux origines de l'olympisme, à l'origine du combat, parce que la lutte, c'est le premier des sports de combat quelque part. En fait, il ne s'agit pas d'un retour car ce voyage vers notre antique naissance et ce voyage aussi à travers le monde entier, à travers la planète, on ne l'a jamais fait. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être par manque de conscience en fait, de cette richesse-là, on a très peu travaillé sur cette dimension, c'est-à-dire en fait comment cette discipline, la seule à ma connaissance, a pu traverser le temps comme cela, à travers toutes les grandes cultures qui pourraient être en référence, hein, on les a toutes en tête, et comment elle a pu, cette discipline-là, encore une fois, traverser tous les territoires. Ça, c'est quelque chose qui quand même pose de questions. Et je pense qu'on s'est d'autant moins interrogé que le seul pays de la planète où la lutte pourrait apparaître comme confidentielle, ou en tous les cas très peu présente dans les médias, pas assez sans doute reconnue par les différents acteurs qui font le développement des activités, mais c'est sans doute de notre responsabilité. Mais ça a sans doute aussi changé des choses dans notre approche et dans notre façon de promouvoir notre discipline. On a juste oublié de regarder d'où on venait, quoi. Et ce travail-là, on l'a fait depuis, ça faisait pas mal d'années en tous les cas, qu'avec des proches, nous travaillons sur cet élément-là. Et notre conclusion est de dire qu'en fait, cet ancrage de la lutte fait de ce jeu-là la seule activité qui est réellement intégrée dans ce qui est l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, on va peut-être être d'accord j'ai des éducateurs autour de moi là, mais on va être assez d'accord qu'une activité qui est un outil n'est rien sans l'homme qui fait l'activité. Hein. C'est pas elle qui fait l'homme, c'est bien l'inverse. Toutefois, chaque activité a sa singularité, a sa façon d'être un accélérateur en fait de ces éléments d'éducation et la lutte. C'est une discipline qui porte assez facilement parce qu'elle est dans le jeu humain depuis la naissance de l'homme, elle est intégrée. Presque enfantin. Elle est d'ailleurs comme la marche, comme la course, elle est vraiment intégrée, la seule activité de combat où en fait la maîtrise de l'autre passe bien par la maîtrise de soi. Puisqu'en fait on n'a pas de soumission, on n'a pas d'abandon, on n'a pas de percussion, on n'est que dans un jeu. Et si les philosophes, alors ça a été notre référence, non pas pour faire joli, mais notre référence c'est Socrate, qui était un grand lutteur et qui disait connaissons-nous et nous connaîtrons le monde, et nous connaîtrons les hommes et le monde. Pardon, je le déforme, le pauvre, il va m'en vouloir. Mais en tous les cas, quand il décrivait cela, il décrivait pourquoi la lutte était dans l'ancrage philosophique de l'époque grecque. C'est qu'en fait, c'est le jeu en nous qui nous permet de mieux se connaître, donc de se comprendre pour pouvoir avoir la lecture de l'autre, parce que le maîtriser sans l'agresser, sans le soumettre, c'est quand même pas le plus facile. Et on avait noté à l'époque, ils avaient noté, et ce sont des références connues par ceux qui sont intéressés à nos racines, à cette histoire, c'est qu'en fait, l'ouverture des jeux, c'était la lutte, la fermeture, c'était le pancrace, donc la lutte totale. Et les journalistes de l'époque avaient bien repéré que celui qui gagnait l'entrée, gagnait la sortie aussi. Et oui, parce que c'est lié, et justement, c'est là-dessus que je voulais vous relancer, Aurélie, c'est que vous en avez parlé, vous avez parlé de l'histoire de la lutte. Et dans cette ère moderne, dans notre ère contemporaine, on se rend compte aussi que cette discipline, elle est essentielle à des disciplines bien plus médiatisées. Je pense au MMA aujourd'hui, où tous les grands champions de MMA ont commencé par la lutte généralement. Oui, c'est exactement cela aujourd'hui qu'on peut remarquer. Aujourd'hui, la lutte, c'est une discipline qui permet l'accessibilité à plein d'autres disciplines, qui est très accessible en termes de motricité. Et qui est un atout finalement pour l'accessibilité à d'autres sports, mais pas uniquement le sport de combat. Je pense notamment à l'accessibilité ou au travail qui est fait par des pays voisins outre-Atlantique qui travaillent la lutte pour accéder à d'autres disciplines telles que le football américain par exemple, ou encore le hockey. Enfin,
ça peut être effectivement une discipline préparatoire qui est vraiment très intéressante, au-delà même de la discipline en tant que telle qu'on promeut aujourd'hui. Justement, Tatiana, je me retourne vers vous. Comment vous êtes arrivée à la lutte? Est-ce que, on a parlé d'accessibilité bien sûr à ma gauche. Comment s'est passée votre arrivée justement à la lutte? Alors moi, mon arrivée, ça s'est fait un peu naturellement parce que je suis née, j'ai grandi dans un grand pays de lutte qui est la Russie. Ouais. Donc c'est comme si on disait aujourd'hui un footballeur français, comment t'es arrivé au foot. Donc c'était plutôt naturel, mais plus précisément ce que je retrouve aussi dans notre fédération et dans nos régions, c'est les passerelles qui se font entre les clubs et les écoles, donc avec les écoles primaires. Et donc c'est plutôt par ce moyen-là, plus précisément, que je suis arrivée dans un club où j'ai beaucoup accroché à ce sport et j'ai continué pour en devenir une lutteuse, on va dire, professionnelle. Et justement, quand vous avez connu ce qui s'est passé du côté de la Russie, maintenant vous êtes en France, comment on pourrait s'inspirer, on va dire, du modèle russe, à votre avis? Je pense que la lutte, comment elle est développée en Russie et en France, ce n'est pas pareil et il y a beaucoup de différences. Donc certes, il y a des choses sur lesquelles on peut s'inspirer, mais c'est pas parce que c'est un grand pays que c'est la seule inspiration qu'on devrait avoir. On a des choses qui se font par exemple chez nous en France, qui ne se font pas du tout dans les pays de l'Est et qui font de notre sport un sport particulier et son propre développement. Marc, je vais m'en tourner vers vous. On a beaucoup parlé d'accessibilité, on a parlé bien sûr des fondations du combat, la lutte et la fondation bien sûr du combat. C'est une activité qui plaît, c'est une discipline, on l'a dit, simple aussi également d'accès. Racontez-nous, parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être pas énormément, il n'y a pas autant de clubs de lutte, on va dire, que de clubs de foot ou de clubs de rugby en France. Par contre, on a la sensation que tous les clubs de lutte en France font aujourd'hui le plein. Est-ce que c'est vrai? Alors oui, il faudrait. Lionel a sans doute plus d'informations dans le domaine que je ne pourrais en avoir, mais sur plus d'un point de vue local, effectivement, nous, il y a la création ou la poursuite de plusieurs clubs, notamment dans le département. On sait que la région Île-de-France est particulièrement dynamique en termes de clubs de lutte, que ce soit dans le 93, dans le 91, mais également dans le 78. Donc il y a une vraie dynamique. Après, c'est vrai que quand on a face à des gros sports, des grosses fédérations, nous, j'en parle de connaissance, puisqu'à Sainte-Geneviève-des-Bois, on a un club de judo qui performe au plus haut niveau. Voilà, c'est parfois un petit peu compliqué quand on arrive de faire sa place. Les interventions médiatiques, notre exposition médiatique, comme on dit, n'est pas aussi fréquente que pour bien d'autres sports, et on peut le regretter. On espère qu'à l'occasion des Jeux de 2024, on va avoir une exposition médiatique qui va être un petit peu augmentée. Président, je me retourne vers vous toujours sur cette notion, et après on rentrera bien évidemment dans cette approche éducative autour de la lutte et au sein justement des territoires, et justement comment les collectivités locales peuvent promouvoir la lutte et promouvoir bien évidemment le travail de votre fédération. Mais on l'a dit, c'est une activité qui plaît, c'est une discipline simple, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a du jeu presque enfantin, c'est un sport qui développe les habiletés fondamentales. On a la sensation que c'est Jean-Carl Fossati, président du comité Nouvelle-Aquitaine, qui me le disait pour préparer cette émission. Il me disait cette phrase, il me dit: tous les clubs structurés font le plein. Donc qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut qu'il y ait plus de clubs structurés, c'est ça, au sein du maillage de la lutte française? Oui, si nous pensons la chose en termes de complémentarité, de collaboration avec les territoires, ce qui est le fondement même du projet actuel de la fédération. Et là, je ne pense pas que nous soyons original, mais nous soyons dans l'originalité, mais c'est une volonté qui est affichée sur l'ensemble du maillage, au point qu'on a même changé nos statuts pour mettre en avant les clubs et les territoires, plutôt que d'être dans un fonctionnement
raisonnement descendant avec des injonctions pour expliquer comment on allait se développer. Donc cette inversion est la clé, nous pensons, est la clé de cette collaboration à venir. Et la deuxième clé, mais c'est ce qu'on va peut-être évoquer un peu plus tard, c'est d'appréhender notre discipline dans ce qu'elle est véritablement, comme dans ce qu'elle amène comme dans les enjeux d'éducation, de citoyenneté et dans ces enjeux qui sont autre chose que juste un essaimage ou une façon de fonctionner à partir de multiples intentions, mais qui, mises ensemble, en fait, ne représentent plus grand-chose, parce que d'abord, c'est très difficile de couper cette complexité-là. Et nous, on a cette chance d'avoir une discipline qui intègre ces aspects-là, et c'est là-dessus qu'il faut que l'on travaille. Donc, rénovation de nos formations. Nous avions des formations très techniques jusqu'alors, et nous sommes en train de travailler sur une ingénierie complète de l'offre de formation, parce qu'en fait, notre encadrement doit correspondre. Là, je parle devant un adjoint, et donc là, je vais faire très attention à ce que je dis là-dessus, parce que c'est pas tout d'avoir des élans. Il faut véritablement que notre réponse de formation corresponde en fait à cette attente dans les communes d'une activité sportive intégrée dans un projet global de communes qui touche donc aux problématiques d'éducation, encore une fois, et à ces intentions que nous sommes tous, nous sommes tous dans le désir de porter, cette intention sur la citoyenneté, le respect, la compréhension de soi, le respect de l'autre et l'engagement dans la vie de la cité. Ça, c'est la lutte. Juste une dernière question, et ce sera pour vous, Aurélie Heimtwil, avant d'aborder justement toute cette relation avec les collectivités locales. Dans le fait de faire rayonner aussi une discipline, il y a le haut niveau, il y a les sportifs, il y a les Jeux Olympiques. Je suis désolé de parler des choses qui fâchent, mais on n'a pas eu de lutteur pour la première fois depuis très longtemps aux Jeux Olympiques de Tokyo, lutteur masculin qui était qualifié pour les JO. Justement, comment faire rayonner, comment remettre en place un plan performance au niveau de la lutte, en vue notamment de Paris 2024 ? Alors oui, effectivement, ces Jeux de Tokyo ont fermé un cycle qui faisait état d'un dysfonctionnement général. L'idée aujourd'hui, c'est effectivement de revoir l'ensemble de l'organisation sur le haut niveau, sur la performance. Mais encore une fois, c'est ce que nous attelons, c'est ce que nous faisons aujourd'hui en rénovant l'organisation et en faisant entre autres venir Yvon Rimmer en tant que responsable de la cellule Performance 2024 en vue des Jeux et de l'organisation et de la direction des équipes de France. Donc il y a effectivement dans un premier temps une réforme complète sur le haut niveau, à la fois organisationnelle et puis aussi structurelle. Donc ça c'est un premier plan, mais encore une fois, moi je tiens vraiment à souligner le lien obligatoire entre le développement du haut niveau et le développement des territoires et le développement de la structuration complète. J'ai tendance à dire que la performance de haut niveau, c'est aussi la performance des clubs, c'est la performance du maillage territorial, et l'un ne va pas sans l'autre en fait. Donc on ne peut pas vouloir exceller au plus haut niveau sans pour autant exceller aussi sur l'ensemble du territoire. Donc en fait c'est très très lié, et quand je parle de haut niveau, je parle aussi du développement du territoire. Bien évidemment. Marc, je me retourne vers vous parce qu'on va rentrer dans la deuxième partie de cette émission, la plus importante bien évidemment, le lien entre la lutte, le sport bien évidemment, et les collectivités locales. Quand on parle de lutte et de collectivités locales en ce moment, parfois on prend la seconde définition du mot lutte bien évidemment. On a parlé, et le président l'a dit tout à l'heure, c'est la meilleure des pratiques motrices, c'est l'une des pratiques qui apporte le plus de canalisation. Il y a la baby lutte notamment qui permet de développer, on va dire, les habilités fondamentales en termes d'éveil, d'équilibre, de repère dans l'espace. À quel point aujourd'hui la lutte est devenue quelque part une discipline essentielle pour une commune comme celle de Sainte-Geneviève-des-Bois à ce niveau-là ? Alors l'essentiel, comme le rappelait Madame la DTN, c'est les petits ruisseaux qui quelque part un jour font les grandes rivières, et pour avoir justement cette élite représentée au meilleur niveau, capable de performer, il faut qu'on ait des clubs avec une stratégie de formation qui soit claire, définie,
qui viennent à la fois du terrain, parce que effectivement c'est les éducateurs qui sont là tous les jours au service des athlètes, mais aussi avec les informations dont on peut bénéficier et redescendant de la Fédération française de lutte. Parce qu'en définitive, là, vous parlez de jeu haut niveau, mais même en activité loisir, en activité d'éveil, je prends l'exemple même de la baby lutte, on voit bien que cette discipline peut apporter énormément à vos administrés. C'est-à-dire que, comme l'a très bien dit le président, en termes d'éveil, en termes d'équilibre, en termes d'accessibilité aussi, on a la sensation que ce sport peut justement permettre aux jeunes pousses de Sainte-Geneviève-des-Bois d'appréhender un petit peu mieux leur espace, d'appréhender un peu mieux leur manière de se mouvoir. Alors, en termes d'accessibilité, oui, l'une des qualités de notre sport, c'est qu'effectivement, par exemple, le matériel est très peu présent. On peut faire de la lutte, il faut uniquement un tapis, 2 adversaires, un arbitre, et voilà, le match peut commencer. Il n'y a pas besoin d'équipement supplémentaire. Donc c'est aussi un des avantages, d'où sa présence souvent au sein des cours de PS. Lorsqu'il y a des activités de combat qui sont enseignées, bien souvent, la lutte fait partie de ces matières qui sont en premier enseignées dans les activités de combat. Parce qu'elles demandent moins de matériel et donc elles sont plus faciles à mettre en place. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui à l'école, on enseigne, et je ne veux pas vous mettre en opposition avec le judo, mais on voit beaucoup plus de judo que de lutte. Comment justement on pourrait rééquilibrer un petit peu tout ça? C'est par le dialogue aussi avec ces collectivités locales, ça se passe au niveau du ministère des Sports. Comment on peut faire? Puisque j'entends très bien ce que vient de dire Marc, mais aujourd'hui c'est vrai que la lutte peine à exister à côté du judo malheureusement. Alors que d'ailleurs c'est une constante française, je vous dis ça, c'est une constante française parce que je crois que c'est le 5e sport le plus pratiqué dans le monde et c'est d'ailleurs le 4e sport le plus distributeur, je crois, de médailles aux Jeux Olympiques, c'est ça. Ce sont les points que nous soulevons là, qui sont évoqués là, sont les points de référence qui nous ont poussés à revoir notre copie. Parce qu'en fait, les choses n'arrivent pas comme cela. On a 100% de la moitié des responsabilités de ce que décident les gens. Donc ce retard qui est lié, la directrice vient de le dire, il est lié, ce manque de positionnement sur d'où on venait et ce que l'on est, et quelle est notre force, est liée à cette absence petit à petit dans le monde de l'enseignement, dans celui du monde scolaire et dans notre posture comme outil vers l'éducation, mais à tout moment de la vie. Et sur la formation professionnelle continue, quand on imagine que la lutte est née de l'itinérance des compagnons, ceux qui portaient le travail au début du siècle passé, pour tous ces hommes qui se promenaient pour travailler et qui portaient la lutte, nous étions ancrés dans cet élément qui construit l'homme, c'est-à-dire il travaille, il joue à la lutte. Et on a disparu de ces éléments-là par un peu sans doute négligence et peut-être incompétence, j'en sais rien. La lutte, je l'ai suffisamment aimée et partagée pour me mettre dans cette incompétence. J'ai pas de souci avec cela. Mais en tous les cas, là, le travail qui est fourni amène à penser que sans parler de reconquête, mais cette remobilisation pour dire on est disponible, ne nous loupez pas, que ce soit pour l'interculturalité. Il n'y a pas un jeune, quel que soit son horizon passé, quelle que soit sa culture passée, qui n'a pas été confronté en fait à cette idée d'une lutte, des luttes. En plus, on porte plusieurs luttes dans cette fédération. C'est la fédération des luttes associées. Et donc, dans les luttes associées, que ce soit les luttes traditionnelles, il y en a plus de 200 à travers la planète, on est disponible pour accueillir ces luttes traditionnelles. C'est dans notre formation, c'est dans notre ADN. Donc, c'est cela qu'il faut remettre au goût du jour pour le rendre disponible pour tous, pour les élus que vous êtes, qui accueillez tous les publics, pour créer cette mixité culturelle, cette mixité sociale. En fait, c'est le sport élitiste par cette capacité à
à proposer une diversité qui est structurante et aidante pour tous. On l'a déjà prouvé. On a parlé bien sûr des atouts qu'a la lutte, notamment dans sa relation avec les collectivités locales. On a parlé de la meilleure des pratiques motrices, la meilleure manière aussi de canaliser l'énergie de nos jeunes, le développement d'un savoir-être social que j'ai entendu à ma gauche. Justement, Tatiana, vous êtes une jeune maman, vous êtes une jeune championne, jeune mariée aussi, mais ça n'a aucun rapport avec ce sujet. La première question que j'allais vous poser, c'est qu'est-ce que vous a apporté la lutte dans ce savoir-être social, c'est-à-dire dans le fait de faire société avec les autres. Et la deuxième question, on a beaucoup parlé aussi également de la baby-lutte qui permet justement à un enfant d'appréhender son espace. Est-ce que vous mettrez du coup votre jeune enfant à la lutte directement? Alors ça, je ne sais pas. Je vous le dis tout de suite. Mais la lutte, moi personnellement, qui vient d'une famille d'immigrés, quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas du tout français. J'étais assez grande, j'avais 11 ans. Donc j'ai continué la lutte en France et ça m'a aidée pour mieux m'intégrer. Voilà, parce que dans le sport, il y a une barrière de la langue, donc cette barrière qui est plus ou moins effacée. Donc c'est un sport c'est un sport qui est très ludique, qui est, comme on le disait tout à l'heure, naturel dès le plus jeune âge. Et ça permet vraiment d'inclure, de travailler sur l'insertion des jeunes ou des plus grands. Et on retrouve ça aussi dans les cités. Par exemple, moi qui est professeur des écoles, je suis remplaçante dans tout le 93. Ouais. Donc j'ai tourné dans pas mal de villes et notamment dans des écoles qui souffraient un peu des enfants qui avaient du mal à être insérés dans ce système éducatif. Donc il y a l'éducation qui est faite à l'école et l'éducation qui passe par le sport aussi. Donc la lutte, c'est vraiment un très très bon moyen d'éducation. Et également aussi, j'interviens dans le club de Montreuil, donc on a des différentes tranches d'âge qui sont présentes. Et d'ailleurs, donc la baby lutte qu'on commence à partir de 3-4 ans. Et on retrouve vraiment ça chez les jeunes, les tout petits. Cette pratique de la lutte qui est très naturelle. Ils arrivent à faire beaucoup de choses alors qu'ils ne sont pas du tout encore construits au niveau de la motricité. Bien sûr. Marc, je me retourne justement vers vous. On parle souvent d'une fracture dans nos sociétés, d'un manque de dialogue entre les jeunes, entre les plus anciens, d'une certaine insécurité. On est en pleine campagne présidentielle, tout le monde ne parle que de ça. Est-ce que justement, mais je pense que vous êtes déjà convaincu si vous ne seriez pas adjoint à la question sportive, est-ce que le sport justement peut régler ce type de problème par un savoir-être social? C'est le mot qui a été employé tout à l'heure, et d'autant plus la lutte au-delà du sport. Alors, régler tous les problèmes de la société, je pense que le sport, malheureusement, n'en est pas capable. En revanche, pour ce qui est du rapport à dans le rapport à l'autre, comme le soulignait Lionel tout à l'heure, on est un sport qui est pratiqué dans quasiment tous les pays du monde, sous des formes qui sont parfois différentes. En France, vous avez la lutte bretonne, la lutte corse, qui sont des luttes traditionnelles. Dans les pays du Moyen-Orient, la Turquie, la lutte à l'huile, et tout ça concourt à faire de cette pratique quelque chose qui est vraiment partagé par l'ensemble de la population mondiale. Et j'aimerais aussi parler de l'apport qu'ont pu avoir certains lutteurs de pays étrangers quand ils sont venus chez nous. J'ai pour exemple, dans les années 80, au moment du changement de régime en Iran, de nombreux lutteurs iraniens sont venus en France et on sait que l'Iran est un pays de tradition pour la lutte. Et ces lutteurs qui sont arrivés en France, notamment dans mon ancien club, l'US Métro, ont amené leurs compétences techniques et nous ont aidés aussi à progresser à ce moment-là dans notre sport. Donc l'échange culturel. L'apport culturel des uns et des autres est aussi très important.
Vous avez parlé tout à l'heure de reconquérir certains territoires. Tatiana nous en a parlé. Il y a justement des territoires où la lutte peut avoir un impact direct sur la société, sur le fait de justement faire société aussi ensemble. C'est quoi le plan, Président, pour justement reconquérir certains territoires? Peut-être qu'Aurélie, en tant que DTN, vous avez aussi des choses à rajouter sur ce sujet-là. Oui, c'est sûr. On a parlé aussi, tout à l'heure avec les différents intervenants de la notion de diversité. Évidemment, cette diversité des cultures, diversité, une mixité, comme le président l'a rappelé, mais aussi une diversité des territoires. Et aujourd'hui, la lutte dans sa modernité, ou en tout cas dans le changement qui est en train d'être opéré, c'est la possibilité de s'adapter à l'ensemble des territoires et de proposer finalement l'accueil ou en tout cas la gestion d'une partie du haut niveau, et à l'aune au sein des territoires et à l'aune des jeux qui s'annoncent sur Paris, chaque territoire pourra collaborer avec nous sur cette gestion et en tirer aussi tous les bénéfices qui, je l'espère, seront vraiment importants. Je reste avec vous, bien évidemment, sur toute la question aussi, on l'a dit, les enjeux, la professionnalisation de la lutte, étendre aussi cette professionnalisation de la lutte. Ça passe, et on le voit dans certaines communes où il y a des maires ou des adjoints au maire qui sont militants et qui aident par le financement d'énormes structures, que ce soit dans le football, dans l'omnisport, dans différentes disciplines, sport individuel comme sport co. Justement, j'imagine que ça va être pour vous l'un des leviers très très importants aussi également dans le fait de rendre à la lutte la place qu'elle doit avoir dans ce pays. Oui, alors effectivement, la professionnalisation, elle passe par différents axes. Et effectivement, l'apport des collectivités, tant sur la formation que sur les équipements, est un accompagnement essentiel. Et justement, nous devons collaborer ensemble pour alimenter ce développement, cette structuration et le haut niveau, du coup, que les collectivités pourront toucher aussi du doigt. Donc ça c'est très important pour nous aujourd'hui de travailler en collaboration avec les communes et les collectivités locales de manière plus générale. Après, la professionnalisation, c'est comme l'a évoqué le président, c'est aussi former des personnes qui puissent intervenir tant sur la partie éducation nationale que au sein des associations, au sein du territoire concerné. Ça c'est vraiment un axe sur lequel aujourd'hui on souhaite travailler fortement. Après, j'attire aussi quand même l'attention sur le fait que la lutte aujourd'hui nécessite un équipement assez restreint finalement. Donc l'investissement d'une collectivité est quand même réduite. Et avec un apport et des bénéfices très importants, quoi. Justement, on arrive presque à la fin de cette émission. Avant de vous poser la question des sujets qu'on aurait pu oublier à travers cette belle rencontre, ça va être quoi votre journée au sein de ce Salon des maires? C'est d'aller chercher justement le chaland. Le chaland, c'est le maire, c'est l'élu. Le convaincre que oui, il faut qu'il investisse sur la lutte dans sa commune. C'est ça l'objectif aussi pour vous de cette journée? Allez, je veux bien me lancer, et c'est une invitation aussi à me rappeler que je suis un élu, alors j'allais dire modeste, il n'y a pas de modestie à avoir, un élu d'un village de près de 150, j'allais dire licenciés, excusez-moi, quel citoyen je fais, de 150 administrés. Et donc je suis sur la vie associative, sportive pour le village, c'est surtout la randonnée. Voilà. Mais donc ça me renvoie à ce statut-là que je revendique, parce que la réalité du quotidien se trouve, quelle que soit la mesure de la cité dans laquelle l'on est et dans laquelle on agit et on milite, a son rôle à jouer, et on doit être attentif. Et c'est vrai que la rencontre avec les territoires, au travers des élus, au travers des personnes qui sont en charge sur le terrain,
terrain est un enjeu majeur parce qu'en fait, cette réorganisation, cette révision de ce qu'est la fédération et de ce que veut être la lutte, met sur le fronton les éléments qui sont ceux du territoire. Et ça tombe bien parce qu'en fait c'est une dynamique partagée, c'est pas la nôtre, que ce soit l'Agence pour le sport, que ce soit le Comité olympique français aujourd'hui, dans sa façon de revoir aussi, de travailler. J'en oublie, tous les différents acteurs, les institutions concernées sont aussi dans cette dynamique, donc c'est une opportunité à jamais à saisir, parce que là pour le coup, tout retard pris se paiera cash. On fait partie de ces disciplines sportives, on l'a assez dit, sans faire du misérabilisme, qui en fait a plutôt l'occasion là de montrer son anticipation et sa réactivité. Donc on va commencer ce type de... Enfin commencer, non, mais oui, en tous les cas, il y a une réunion, voilà, il y a une réunion telle que c'est facilitant et donc on est heureux d'être ici. Exactement. Marc, le mot de la fin pour vous. Est-ce qu'on aurait oublié un sujet? Est-ce que tout a été abordé sur les relations entre justement la lutte et les collectivités locales? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Je vous laisse le mot de la fin, Marc. Je vous remercie. Alors, un des aspects, moi, qui me semble à souligner et qui pourrait limiter effectivement notre développement, outre notre taille assez petite par rapport à des grosses fédés, c'est un problème d'infrastructure. Non pas au niveau humain. Voilà, comme vous l'avez rappelé, des formations sont en place et voilà, des éducateurs sont formés. Et d'un point de vue humain, je pense qu'il y a plutôt les gens à mettre devant les athlètes. Mais aujourd'hui, si je prends le cas de ma ville, qui est une ville un peu plus importante que celle de Lionel, puisqu'on est près de 37 000 habitants, avec de nombreuses installations sportives, on n'arrive plus à trouver de places, de créneaux suffisants par rapport aux demandes qui sont faites. Et donc ça peut être aussi un des aspects il est possible que ça limite notre développement. Néanmoins, le président de la République et les instances de l'exécutif ont annoncé un grand plan dans le cadre de Paris 2024, de plusieurs millions et centaines de millions d'euros. Pour l'instant, ça reste une déclaration. On verra quel sens cela peut prendre et quelles sont les opportunités effectivement pour notre sport de pouvoir s'inscrire dans le processus. Merci beaucoup à tous les quatre en tout cas d'être venus aujourd'hui sur le plateau de Sport Max. Je rappelle, Lionel Lacasse, président de la Fédération française de lutte, était avec nous. Aurélie Haïm-Tuil, DTN également à la Fédération française de la lutte. Tatiana Debiensala, excusez-moi Tatiana, j'ai un peu mangé votre nom. Championne de France, pensionnaire du club de lutte de Montreuil, athlète et membre bien sûr du CA. Et puis Marc Lemeur, adjoint à la mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois, en charge de la politique sportive. On a pu tout aborder? Tout a été dit? Ouais, et bien écoutez, merci à vous d'être venus et bon salon des maires. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine capsule. Mon petit doigt me dit, c'est pas mon nez, mais mon petit doigt qui me le dit, que Roxana Maracineanu, ministre des Sports, devrait être avec nous dans quelques instants. Alors restez connectés, à tout de suite.